À la une ce soir, la déviation de la RN9 semble faire ses preuves. Les embouteillages du secteur ont nettement diminué en heure de pointe aujourd'hui. Les automobilistes sont globalement satisfaits pour l'instant. Le centre-ville de la capitale se prépare à accueillir Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rendra sur place pour faire le point sur le programme Plan Action Cœur de Ville. Le Lamentin et Fort-de-France sont les deux communes de l'île retenues. Plus 20% pour le budget 2019 de l'Outre-mer. Annick Girardin a présenté à Paris son projet loi de finances. Si certains projets d'investissement ont été bien accueillis, les parlementaires ultramarins ont vivement critiqué l'annonce de l'arrêt de l'abattement fiscal sur le revenu. Enfin, il n'y aura pas suffisamment de plastique en Martinique pour faire du recyclage. L'entreprise en charge de la transformation est dans le rouge. Elle s'ouvrira bientôt à la Caraïbe pour plus de rendement. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Les établissements scolaires du secondaire ont officiellement rouvert leurs portes depuis ce matin, du moins en partie. Les cours au sein du lycée Joseph Gaillard ont été perturbés. Quelques enseignants ont manifesté leur mécontentement concernant leurs conditions de travail jugées mauvaises. Un contretemps qui a surpris la plupart des élèves. Voyez ces explications recueillies par José Lechertier. Nous avons eu cours ce matin jusqu'à 10h30, vu que notre salle n'a pas été affectée par l'organisation des salles. Je pense que c'est plus pour... En fait, c'est comme il n'y a pas de surveillant pour surveiller les élèves dans la cour et tout. Je pense que c'est pour ça. Il y a déjà eu un certain nombre de points qui ont été développés avec Madame la rectrice précédente, pas encore véritablement avec ce nouveau recteur qui est dans l'académie depuis février. Cependant, les collègues ont joint la section académique du SNES que je représente la semaine dernière pour nous signifier leur ras-le-bol vis-à-vis d'un certain nombre de choses, notamment cette année en matière d'emploi du temps, qu'ils disent être mal faits, qu'ils disent ne pas respecter les règles les plus élémentaires de la pédagogie, qui font qu'aujourd'hui, les collègues, pour eux, il s'agit de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Premier grand test aujourd'hui de la déviation de la RN9 et l'essai semble plutôt concluant. La voie inaugurée ce samedi a fait ses preuves ce midi en heure de pointe. Les gros embouteillages ont énormément diminué. Les automobilistes sont soulagés pour l'instant. Voyez les réactions recueillies par Johan Boulard. J'ai eu le temps ce matin d'aller au travail, déposer mon fils et c'est la première fois depuis quelque temps que j'ai été faire des courses dans la zone. Effectivement, ça a amélioré la situation. Et j'espère que dans l'avenir, après réalisation des travaux futurs, que ça sera encore mieux pour les Martiniquais, parce que c'est un secteur routier qui est très fréquenté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures qui circulent, mais je pense que c'est une bonne chose, oui. Il vaut mieux une que rien du tout. Ça améliore de beaucoup le trafic, je peux déjà dire, alors notre quotidien éventuellement. Nous rencontrons quand même beaucoup de véhicules qui, lors des pointes, lors d'affluence, lors de pointe, nous rencontrons quand même beaucoup de véhicules et ça va provoquer encore les mêmes embouteillages que ça provoquait les temps derniers. Qui ça qui a empêché au fin boitel qui a passé rivière Ouache qui a sorti en l'autoroute là. Je dis peut faire ça. Une situation, vous l'aurez compris, qui améliore énormément les conditions de circulation à Fort-de-France et qui tombe à point nommé pour la visite d'Emmanuel Macron. Il arrivera en Martinique ce mercredi soir. Parmi les dossiers sur lesquels le chef de l'État se penchera, il y aura le plan Action Cœur de Ville pour le Lamentin et la capitale, justement. C'est donc avec beaucoup d'attention que la ville prépare la venue du chef de l'État. Voyez ce reportage de Johan Boulard. Pelle, truelle et mortier. Ici, les agents communaux sont à pied d'œuvre. Nous sommes en train de faire une petite réparation parce que les grandes personnes ils tombent sur le trottoir. Rien à voir avec la visite du président? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si les réparations semblent indépendantes de la visite du chef de l'État, des consignes strictes ont tout de même été données aux marchands ambulants. Je dois dégager la rue piétonne un petit peu, me mettre de face. Dos au mur là-bas. Juste ça. C'est très précis quand même. Oui, pas pour longtemps, juste pour le passage du président. De la rue piétonne aux artères de Fort-de-France, le président Emmanuel Macron devrait jouer la proximité. Une démarche saluée, mais du déjà vu pour certains. Beaucoup de promesses, mais à la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, c'est une bonne chose. Il va voir comment que les gens vivent dans le pays. Parce que les bons monde qui souffrent, bon monde qui souffrent dans le pays. C'est pas. Le guideront ensuite ici quelques instants.
Seule concession de véhicules électriques du centre-ville. La transition énergétique étant une priorité du gouvernement. Dans un premier temps, quand il vient, qu'il nous loue un véhicule électrique, ça serait bien. Donc voilà, ça serait très bien. Et ensuite, tout simplement, porter la bonne parole auprès des personnes qui régissent, j'ai envie de dire, notre État, c'est-à-dire la Chambre des métiers, la Chambre des commerces, la CTM. Un coup de pouce, là aussi attendu des commerçants, car le cœur de la capitale ne bat plus depuis bien longtemps. Donnez-nous de la chance de rendre cette ville-là en zone franche pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse vivre. Vous savez que les commerçants et les petits artisans à Fort-de-France ne font pas un salaire de SMIC par mois. La capitale de l'île est l'une des 222 villes moyennes à intégrer ce plan national. Forte d'un projet nommé Fort-de-France Cœur Battant, élaboré avec le Conseil Foyalais. Reprise de voirie, d'éclairage, d'amélioration du confort de fréquentation du centre-ville. On a travaillé également sur les problématiques d'aménagement et de logement, de réhabilitation de logement, donc avec des projets de construction de résidences pour seniors, de résidences étudiants. Selon le gouvernement, après une phase préparatoire menée jusqu'en 2020, les actions seront entreprises d'ici à 2025. Autre préparatif pour la venue du chef de l'État, mais sous un autre ton. Un collectif de syndicats et d'associations de personnes âgées entend se mobiliser pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat des seniors. D'autres problématiques seront également soulevées, la santé, l'école, le chlordécone ou encore les sargasses. Les membres du collectif se sont réunis ce matin à la maison des syndicats pour présenter leur plan d'action. Voyez les précisions recueillies par Karel Chassol. La réduction de l'augmentation des pensions qui a été déjà repoussée, une majoration de la CSG pour certaines personnes, ce qui était déjà assez, il y avait une retenue assez conséquente sur l'année pour certaines qui avaient perdu pratiquement 70-80 € de leur pension. Et puis, ma foi, les impôts. Les impôts, on a des difficultés déjà dans toutes les démarches qui sont faites au niveau des impôts. Et maintenant, il y a l'accès au fisc qui est sur Internet impérativement. Et ça aussi, ça pose un problème. Ça va mal à cause des attaques qui sont faites par M. Macron et son gouvernement depuis leur arrivée. Réduction des droits, attaques sur le service public, problème de la santé, problème de l'école, problème des retraités, problème de cette cherté de vie qui n'est pas compensée par des salaires qui sont en berne, qui sont bloqués. À cela s'ajoutent évidemment les questions spécifiques de la Martinique que sont les sargasses, que sont chlordécone et autres pesticides. Et bien sûr, tout ça, il y a un ras-le-bol. Et la première idée de cette manifestation, c'est d'exprimer ce ras-le-bol. Nous, bons, et puis ça. Quelle forme devrait prendre cette mobilisation? Un rassemblement à la maison des syndicats à 8 h jeudi. Et puis de là, nous avons fait les sacs qu'il faut pour y attendre nous. En attendant la venue du chef de l'État chez nous, le budget 2019 des Outre-mer a été présenté ce soir par Annick Girardin. La ministre a annoncé un portefeuille en hausse de 20% par rapport au précédent exercice. Si certains projets d'investissement de l'État ont été bien accueillis, les parlementaires ultramarins ont vivement critiqué l'annonce de l'arrêt de l'abattement fiscal sur le revenu dans les Outre-mer. Voyez ce reportage de notre correspondant à Paris, Éric Dupuis. Voilà, je vois qu'il y a de la pédagogie qui est faite avant mon arrivée. Bonjour à tous. C'est une ministre heureuse qui est venue présenter à la presse ce lundi le budget de la mission Outre-mer pour 2019. Un budget qualifié de transformation car il fait la part belle aux investissements structurels de l'État sur l'ensemble du quinquennat. Un budget de 2,5 milliards d'euros que je présente en faveur des territoires d'outre-mer qui sont répartis sur 2 programmes, un programme vie quotidienne et un programme exonération de charges sociales. Aujourd'hui, on a 170 millions d'euros qui sont un effort supplémentaire qui sont mis au bénéfice effectivement des territoires d'outre-mer dans leur développement. Mais évidemment, alors que la France reste dans un contexte budgétaire plus que restreint, il va falloir compenser en partie ces investissements.
Les mécanismes financiers en faveur des entreprises sont préservés. Ce sont donc aux ménages les plus aisés de contribuer. 48 000 foyers fiscaux d'outre-mer vont payer au minimum 800 € d'impôts en plus l'an prochain. 4% des contribuables d'outre-mer ramènera 70 millions d'euros qui seront redistribués en totalité dans les territoires d'outre-mer, au bénéfice de routes, d'écoles. Je crois honnêtement que c'est faire profiter de l'effort de l'État un plus grand nombre de nos concitoyens. La mesure fait débat chez les parlementaires, mais la ministre tient à cet engagement qu'elle considère de gauche. C'est un choix effectivement que porte le gouvernement, mais le 30% et le 40% de déduction resteront et existeront toujours. Les débats au Parlement sur le budget outre-mer auront lieu le 9 octobre, mais les élus auront déjà l'occasion dès cette fin de semaine de parler avec le chef de l'État de ce budget 2019. De retour en Martinique avec un projet qui semblait être une bonne idée au départ mais qui rencontre de grandes difficultés à aboutir. Recycler les bouteilles en plastique de l'île pour en faire de nouvelles et limiter ainsi la pollution. Aujourd'hui, l'usine de la Cidrep qui avait la charge d'assurer le recyclage est en grande difficulté. La matière première est insuffisante et les gérants envisagent d'ouvrir leur collecte à la Caraïbe. Voyez ce reportage de José Le Chertier. Pour être rentable, ces machines devraient fonctionner 24 heures sur 24. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Cette usine a été conçue pour transformer 4000 tonnes par an. Le marché qui nous est ramené ici sur le site par l'objet de Citeo et des collectivités locales ramène 1000 tonnes l'an passé. Donc vous voyez bien qu'avec 1000 tonnes, pour faire tourner une usine qui est prévue pour 4000 tonnes, ça ne peut pas fonctionner. Alors l'entreprise multiplie les démarches pour trouver d'autres sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, une délégation de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale a pu se rendre compte du potentiel de l'usine et évaluer les pistes de collaboration possibles. Nous avons les îles autour de nous qui se posent le problème de leur environnement et en particulier de la pollution qui est due au plastique que l'on trouve sur les plages de chez eux, et comme ils n'ont que le tourisme pour vivre, donc si vous voulez, ils s'intéressent fortement au nettoyage et à l'éventualité d'envoyer vers l'usine de recyclage des Antilles, puisque nous sommes les seuls dans toutes les Antilles à faire ce travail, à recycler les produits qu'ils nous enverraient. Nous savons que le plastique est une matière que nous devons gérer. Donc lorsque nous avons compris qu'en Martinique, vous étiez prêts à collaborer, que vous pouviez recycler le plastique, cela nous a intéressés de voir comment nous pouvions travailler ensemble. Many of our member states have expressed interest as to how we can work together. Bien sûr, la question du transport se pose. Cela a un coût, demande une certaine logistique pour collecter le plastique entre les deux îles. As well as the collection within the islands, because chez nous, il n'y a pas de tri sélectif, donc nous devons réfléchir à ça. Nous sommes au stade préliminaire du projet. Un échange gagnant-gagnant qui pourrait offrir un nouveau souffle à cette entreprise au bord de la faillite. Chacun a y gagné de toute façon. Nous allons y gagner en ayant un peu plus de matériel pour travailler. Les îles environnantes vont y gagner avec une meilleure propreté de leur île, un ramassage, voilà, rendre leur île plus écologique. Une prochaine réunion est prévue les 2 et 3 octobre avec une délégation de Sainte-Lucie. Première entrée ce matin à Fort-de-France pour l'Institut catholique européen des Amériques, un établissement qui accueille 25 étudiants pour un cursus de 3 ans, dont une année au Canada. C'est dans des locaux flambant neufs que les élèves ont pris leur marque aujourd'hui et Caril Chassol était sur place. Regardez. L'heure de la rentrée a sonné pour les 25 élèves de l'ICA, Institut catholique européen des Amériques. Un institut composé de 6 salles de cours, d'un amphithéâtre, d'une médiathèque ou encore d'un réfectoire, entre autres, répartis sur 1000 mètres carrés. Au menu de cette première matinée, un cours sur l'éthique. Cette matinée était très enrichissante en fait, avec le frère Thomas. On a appris pas mal de choses qu'on connaissait déjà par avant par rapport à la philo, etc. Mais plus approfondie, c'était très bien. On a revu un peu, je vais dire, ce qu'on fait en philo, en terminale. Ça permet de se remettre dans le bain. On sent bien qu'on est accompagné en tout cas.
Je ne fais pas de la théologie ici, je fais vraiment un cours d'éthique au plan de la raison, de montrer que même si on est païen, on peut avoir une morale, on doit avoir une morale, mais en même temps que la morale chrétienne peut aller même au-delà des limites que la morale humaine ressent elle-même. Pour l'instant, l'Institut ne propose que la licence et le bachelor de sciences politiques et écologie humaine. Le plus de lycéas, un accompagnement personnalisé. Les 25 étudiants sont encadrés par 24 professeurs. Moi, par exemple, j'ai des troupes 10 et ils vous mettent beaucoup de choses en place pour moi, pour réussir et m'aider à apprendre. Donc, c'était un plus aussi. J'ai fait le choix de rester sur la Martinique pour mes études. Ensuite, parce que l'ICA propose un programme qui me plaît. L'opportunité aussi d'avoir une ouverture internationale, notamment avec la possibilité d'obtenir au bout des 3 ans un bachelor, m'a tout aussi intéressée. L'accompagnement personnalisé aussi qu'il proposait, donc tout ce qui est apprendre à apprendre, etc., qu'il mobilisait pour les élèves était très intéressante pour moi, tout en sachant qu'en plus à la 3e année nous devons partir au Canada et c'était l'un de mes projets. On a essayé de prendre pour chaque matière le professeur, l'enseignant le plus pertinent. Et donc effectivement on arrive à 24 enseignants, bon, sachant qu'il y en a qui font une 30aine d'heures, d'autres un peu plus. Et on a voulu aussi qu'un quart de ces enseignants viennent d'ailleurs de Martinique pour montrer notre ouverture vers le monde. Et par exemple, Frère Thomas vient de Rome. On a aussi des enseignants qui viennent de Sciences Po Paris ou de Sciences Po Lille ou de l'Université d'Aix. On a aussi des enseignants qui viendront du Canada. Et en dépit de cet accompagnement personnalisé, ces étudiants devront batailler ferme s'ils entendent décrocher leur licence en sciences politiques et écologie humaine. Aujourd'hui, 24 septembre, journée mondiale de la prévention du suicide. Chez nous en Martinique, on compte malheureusement plus d'un suicide par semaine. Rien que la semaine dernière, par exemple, il y en a eu au moins 3. Et pour en parler, nous recevons le président de l'association SOS Crise, professeur Louis Géel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les chiffres sont tristement impressionnants. 16% des personnes qui se suicident ont entre 15 et 25 ans. 80% sont des hommes. On se rend compte que dans la plupart des cas, il s'agit de personnes qui étaient dépressives, donc détectables. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui encore, avec toutes les campagnes de prévention, qu'on n'arrive pas à prévenir les passages à l'acte? Alors vous avez raison, c'est un problème dont il faut nous préoccuper, nous tous. Quand on entend quelqu'un qui va mal, qui exprime sa souffrance, qui exprime des idées de détresse, de malheur, de pessimisme, c'est peut-être qu'il est déprimé. Et la dépression est le facteur le plus préoccupant en termes de risque d'avoir un passage à l'acte suicidaire. Ce n'est pas le seul, la dépression peut être associée à d'autres facteurs de risque, mais c'est vraiment un élément important qu'il faut savoir prendre en compte et savoir articuler les ressources que nous avons en Martinique. Nous avons la plateforme SOS Crise qui a reçu 5000 appels, nous avons le CHU de Martinique, dont je suis le chef de service pour la psychiatrie et les urgences psychiatriques, qui est là pour accueillir des personnes en situation de détresse, de crise, de menace suicidaire pour lesquelles il faut renforcer notre capacité à répondre à ces besoins. Alors, selon vos chiffres, globalement, quelles sont les raisons principales des passages à l'acte en Martinique? Est-ce qu'il y a des raisons qui reviennent plus fréquemment que d'autres? Alors, la raison qu'on retrouve le plus souvent, c'est un sentiment de solitude, de ne pas être entendu, d'avoir peur que les autres viennent juger, viennent dire, et avec un malaise qui va s'accroître ici en Martinique, alors que le plus souvent les gens ont un environnement autour d'eux, mais il y a une situation de conflit qui a pu se manifester. Et lorsque ce conflit déborde dans le champ personnel, dans le champ professionnel, eh bien la situation devient menaçante pour la personne. Et c'est important d'entendre que c'est la douleur qui peut conduire à un passage suicidaire. Les gens ne veulent pas mourir, les gens veulent arrêter de souffrir et font des gestes, et les hommes sont à plus haut risque. Et il faut être particulièrement attentif qu'un homme... Oui, parce que 80%, on l'a dit, sont des hommes. Absolument. Et on voit bien que aussi la culture martiniquaise encourage une valorisation de la force, et l'homme qui a mal, l'homme qui pleure, l'homme qui pleure et semble même peu crédible d'attention. Donc du coup, il faut renforcer cela, et pour ça, on a créé donc SOS Crise, mais on a besoin de vous.
On a vraiment besoin de vous, les médias, et des téléspectateurs pour qu'ils viennent nous aider à renforcer cette plateforme SOS Crise. Justement, on va en parler. Mais avant, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a demandé la mise en place d'un programme national pour aider à mieux prévenir les suicides, c'est-à-dire de recontacter par exemple les personnes qui ont fait des tentatives de suicide pour prendre de leurs nouvelles. Pourtant, ce n'est pas encore appliqué en Martinique. Pourquoi ? Alors en Martinique, nous avons été identifiés par le ministère de la Santé comme étant un site pilote, le dernier qui va rentrer dans cette démarche-là en 2018 et qui doit être opérationnel en 2019. C'est un programme qui a été progressif. On a commencé, nous, à le mettre en place de façon un petit peu différente avec un plus qui est l'implication du médecin généraliste dans ce dispositif. Et la Martinique doit créer ce dispositif pour pouvoir améliorer la réponse sur un mode de prise en charge par l'appel téléphonique. Mais c'est en voie ou pas? Parce que ça doit, mais est-ce que c'est en voie? C'est en voie, on va le faire et ça va être prêt. Et on a un soutien absolu de l'Agence régionale de santé, de son directeur général, du CHU, pour pouvoir engager ce processus et qu'on soit un peu leader et peut-être qu'on puisse porter quelque chose qui puisse servir aux autres territoires des Outre-mer. Et on est très vigilant à pouvoir partager la plateforme téléphonique. On accueille également des personnes qui viennent des autres espaces de l'Outre-mer voisins. Mais vraiment, on a besoin, dans ces programmes, c'est une force qu'on a créée avec Mme Sainte-Rose dans SOS Crise. On a besoin de la population. On offre gratuitement une formation qui est 6 demi-journées de formation, 6 demi-journées d'immersion, et la personne, et vous devenez intervenant de crise avec un encadrement, avec une supervision, avec un soutien. Et la Martinique a besoin. Vraiment, je lance un SOS. Parce que le nombre de bénévoles a drastiquement diminué, c'est ça? Le nombre a diminué parce que c'est un effort, parce que c'est du temps à donner. Et donc, du coup, on a besoin de renouveler les équipes de bénévoles, de les renforcer. Et vraiment, c'est extrêmement important. Mais quels sont les critères pour postuler en tant que bénévole? Est-ce qu'il faut des conditions particulières? Il faut être en bonne santé. Oui. Avoir plus de 25 ans et avoir envie d'apporter cette contribution à la Martinique, d'apprendre à repérer quelqu'un qui est en crise et d'être là dans une position qui peut être anonyme et confidentielle si l'intervenant le souhaite, sur notre plateforme téléphonique avec nos partenaires EDF, Orange, également, je vous ai dit, le ministère de la Santé, pour prendre cette place, pour nous aider à le développer. Et là, on sent bien qu'on a besoin d'un renouveau, on a besoin vraiment. Il suffit d'appeler le 0800 100 811 ou sur notre site mail sos.crise@gmail.com et donc vous aurez là les informations pour venir nous rejoindre. Et puis, je vous invite aussi tous à venir à la Journée mondiale de prévention du suicide qui se déroulera donc au Lamentin donc le 26 septembre. Toute la journée plutôt orientée pour tous les acteurs sociaux, associatifs de santé et le soir avec Madame la députée, Madame Manin, qui nous fait l'honneur d'ouvrir la soirée pour une conférence débat avec le public sur la réflexion, sur l'action face aux situations de crise. Alors, dernière question, l'association dont vous avez bien parlé, SOS Crise, a reçu 5150 appels en 2 ans, dont 2950 rien que cette année, donc ça fait à peu près juste 9 mois. Comment peut-on interpréter ces chiffres? Est-ce que ça veut dire qu'en 2018, on est plus dépressif qu'avant, qu'en 2017 par exemple, ou 2016? Alors, je ne crois pas qu'on soit plus dépressif, mais je pense que la problématique reste présente. Vous avez évoqué ce nombre vraiment qui nous affecte beaucoup de 3 morts identifiés cette semaine en Martinique. On sait qu'aujourd'hui, on progresse dans la capacité à dire, à identifier. On travaille mieux avec les médecins généralistes. Là, j'ai rencontré des pharmaciens et je leur ai demandé qu'on puisse mieux travailler ensemble. J'aimerais que les infirmiers également, libéraux, travaillent davantage avec nous, avec les infirmiers des urgences et avec nous, SOS Crise, parce que je pense qu'on a la force en Martinique de développer un vrai réseau actif de compétences et qu'on puisse mieux se connaître, que les pharmaciens puissent mettre cette petite carte de SOS Crise dans leur officine et qu'on puisse mieux diffuser cette capacité qu'on peut avoir. Et que tous ceux qui ont un peu de temps à nous donner, eh bien, qui viennent se former, ils en apporteront beaucoup, mais ils recevront beaucoup. Ils recevront parce que vous imaginez la satisfaction quand un intervenant de crise me dit « j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui j'ai sauvé la vie d'une personne ». Et c'est extraordinaire comme force et on a cette possibilité-là. Donc vraiment, je vous appelle à venir nous rejoindre, on a besoin de vous. Très bien, merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Avant de refermer cette édition, notez cette information pratique à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Une collecte de l'EFS sera organisée de 8h à 13h sur la place du marché du Marin. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don, derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. La déviation de la RN9 semble faire ses preuves. Les embouteillages du secteur ont nettement diminué en heure de pointe aujourd'hui. Les automobilistes sont globalement satisfaits pour l'instant. Le centre-ville de la capitale se prépare à accueillir Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rendra sur place pour faire le point sur le programme Plan Action Cœur de Ville. Le Lamentin et Fort-de-France sont les deux communes de l'île retenues pour ce projet. Plus 20% pour le budget 2019 de l'Outre-mer. Annick Girardin a présenté à Paris son projet loi de finances. Si certains projets d'investissement ont été bien accueillis, les parlementaires ultramarins ont vivement critiqué l'annonce de l'arrêt de l'abattement fiscal sur le revenu pour l'Outre-mer. Enfin, il n'y aurait pas suffisamment de plastique en Martinique pour faire du recyclage. L'entreprise en charge de la transformation est dans le rouge. Elle s'ouvrira bientôt à la Caraïbe pour plus de rendement. Restez sur ATV. La suite de vos programmes. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 20h de Zone Interdite avec le titre « Adolescente et maman, le choix d'une vie ». Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.